Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Merci beaucoup. Je m'appelle Marguerite Lemoine. J'ai 71 ans, je suis une ancienne dirigeante du secteur hôtelier à la retraite et la mère d'une fille unique, Isabelle. Pendant la majeure partie de ma vie, je suis restée en coulisses. Je n'ai jamais eu besoin d'applaudissements ni recherché l'attention. J'ai bâti ma fortune discrètement et avec constance, comme une rivière qui creuse son chemin dans la pierre. Mon défunt mari Jacques et moi avons commencé avec une petite auberge au bord d'un lac, avec des rideaux délavés et des planchers qui craquaient. À sa mort, nous l'avions transformée en la collection Émeraude, une chaîne nationale d'hôtels de luxe qui a accueilli des présidents, des festivals de cinéma, oui, des mariages. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance au moment où j'ai lu ce texto. Maman, nous préférerions que tu ne viennes pas. C'est mieux pour l'ambiance. Bisous, Isabelle. 3 semaines avant le mariage d'Isabelle, 3 semaines après que j'ai viré 40 000 € à l'organisatrice de mariage en guise d'acompte, un cadeau, sans condition, du moins c'est ce que je pensais. J'ai relu le message, mes lunettes de lecture glissant sur mon nez. Nous préférerions que tu ne viennes pas. Pas de « désolé, maman ». Aucune explication. Juste un renvoi froid, comme si j'étais un fardeau, une tache sur son image soigneusement composée. Mieux pour l'ambiance. Les mots piquaient comme de la glace sur une peau chaude. Je suppose que dans le monde d'Isabelle, les mères qui portent leur deuil avec grâce et portent des cardigans bien aimés ne correspondent pas à l'esthétique. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains tremblaient, non pas de rage, mais de reconnaissance. Cela faisait des années que ça se préparait. La façon dont elle me coupait la parole lors des dîners de famille, la façon dont son fiancé Lucas m'appelait Maggie au lieu de maman ou Madame Lemoine, bien que je n'ai jamais donné ma permission. Le silence quand j'ai mentionné que j'apporterais les boucles d'oreilles en saphir de ma grand-mère pour le mariage, des bijoux de famille transmis depuis 3 générations. Il voulait mon argent, pas ma présence. Plus tard cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Olivia Dubois, l'organisatrice de mariage. Sa voix était enjouée, professionnelle, comme si tout était parfaitement en ordre. Bonjour, Madame Lemoine. Je vous confirme juste que l'acompte de 40 000 € a bien été reçu. Le couple a décidé de changer de lieu pour un plus grand, afin d'accueillir un groupe de jazz en direct. C'est super exciting. J'étais assise, complètement immobile dans ma cuisine. Ma main a effleuré la vieille tasse en porcelaine à côté de moi, fissurée le long de l'anse. Jacques m'avait dit un jour, certaines choses se brisent magnifiquement, Maggie. Elles contiennent plus parce qu'elles ont déjà enduré. J'ai inspiré lentement, puis j'ai dit, en fait, annulez tout. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je suis désolée, mais madame, vous n'êtes pas la mariée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit doucement. Je suis juste celle qui possède le domaine à 40 millions d'euros que vous avez réservé, l'entreprise de traiteur avec laquelle vous travaillez, et la chaîne d'hôtels où vos 200 invités sont censés séjourner. Silence. Pas de ma part. De la sienne. J'ai reposé la tasse délicatement. Il y avait une ébréchure sur le bord. Isabelle buvait son chocolat chaud dedans quand elle était enfant, blottie sur mes genoux après l'école, me racontant comment les enfants dans le bus se moquaient d'elle parce qu'elle portait des vêtements d'occasion. À l'époque, je lui disais, les gens n'ont pas besoin de voir ta valeur pour qu'elle existe. J'aurais dû me le dire à moi-même aussi. Elle était mon unique enfant. J'ai tout construit en pensant à elle. Et pourtant, elle me voyait comme quelqu'un à effacer de la photo. Mieux pour l'ambiance. C'était peut-être vrai. Mais peut-être que cette ambiance avait besoin d'un rappel que sans les fondations, il n'y a pas de maison. Sans les racines, il n'y a pas de floraison. Et sans la femme discrète qu'ils essayaient d'effacer, il n'y aurait pas de mariage du tout. Je ne lui ai pas répondu par texto. Je n'ai pas argumenté. Je suis simplement restée assise là, une main posée sur la vieille tasse fissurée. Une mère, une femme, une propriétaire. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais calme et complète. Après avoir raccroché avec l'organisatrice de mariage, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis levée, je me suis dirigée vers le coffre ancien près de la cheminée et j'ai sorti le vieil album photo que Jacques et moi avions rempli durant nos premières années. Le cuir était usé, les coins adoucis par le temps, mais il sentait toujours le cèdre et quelque chose de chaud, comme un foyer. Jacques Lemoine, mon mari, était le genre d'homme discret qui ne parlait que s'il avait quelque chose d'important à dire. Il n'était pas tape-accent l'œil. Il ne cherchait pas les applaudissements. Mais il me voyait, dans chaque pièce, dans chaque tempête. Il me voyait. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans, je travaillais à la réception d'une auberge délabrée au bord d'un lac. Les tapis étaient tachés. Les plafonds fuyaient quand il pleuvait. Et il y avait toujours un raton laveur qui se faufilait dans le garde-manger. Je pensais que je ne resterais qu'une saison. Mais ensuite, Jacques est entré avec une boîte à outils et un grand livre de comptes. Il a dit, cet endroit pourrait briller si quelqu'un l'aimait assez.
Je n'avais pas réalisé qu'il parlait à la fois de l'auberge et de moi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Il m'a demandé en mariage dans le jardin derrière l'auberge, à genoux à côté d'un tuyau d'arrosage cassé, dans un parterre de lavande sauvage. Ce soir-là, il m'a dit que son rêve n'était pas seulement de réparer l'auberge, mais de construire quelque chose qui pourrait nous survivre, un espace où les gens célébreraient l'amour, la guérison, les nouveaux départs. Il croyait au lieu qui garde la mémoire, alors nous en avons construit un. La collection Émeraude a commencé avec cette auberge au bord du lac. Jacques rénovait chambre par chambre pendant que je m'occupais du service client, des budgets, du linge, des menus, de tout ce qui fait qu'un client se sent considéré. Quand Isabelle a eu 10 ans, nous avions 4 établissements. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, nous en avions 32. Une collection privée de complexes de luxe, d'hôtels historiques et de retraites cachées. Chacun portant une partie de nous. Jacques ne se souciait jamais des marges de profit. Il se souciait de l'âme. Il disait, si tu construis avec le cœur, l'argent suit. Si tu cours après l'argent, tu te sentiras toujours vide. Il n'avait pas tort. Mais Jacques n'a pas seulement bâti une entreprise. Il a bâti une vie où je me sentais en sécurité d'être tout ce que j'étais. Épouse, mère, partenaire, femme. Je me souviens d'une nuit, des années avant sa mort. Nous étions assis dehors sous les étoiles. Il venait de finir d'écrire une lettre à notre notaire pour mettre en place la fiducie pour Isabelle et les plans de succession pour l'entreprise. Il m'a regardé avec ce regard fixe qui était le sien et a dit « S'il m'arrive quelque chose, je sais que tu protégeras ce que nous avons construit. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop émue, mais j'ai hoché la tête. J'ai embrassé sa main et j'ai promis. Jacques est décédé il y a 3 hivers. C'était soudain. Une crise cardiaque dans son sommeil. Sans douleur, ont-ils dit, juste parti. Un moment, nous buvions une tisane à la camomille près du feu, parlant de projets d'expansion en Montana, et le moment d'après, le silence. Le silence là. Plus dur que j'ai jamais connu. Isabelle était là pour les funérailles, mais pas entièrement présente. Elle était distraite, agitée, prenant des appels à l'extérieur pendant l'éloge funèbre. Je pensais que c'était juste le deuil. Je voulais croire que c'était le deuil, mais maintenant je me demande si ce n'était pas autre chose. Elle n'a pas posé de questions sur l'entreprise après sa mort. Ne s'est pas assise avec moi dans son bureau. N'a même pas revisité notre premier hôtel. Son attention s'est déplacée. Amis brillants, événements sociaux somptueux, influenceurs, perfection organisée. Elle construisait quelque chose, elle aussi. Mais ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à une performance. Pourtant, je me suis accrochée à la promesse que j'avais faite à Jacques. Je ne l'ai pas faite par obligation. Je l'ai faite parce que ce que Jacques et moi avions construit était plus que de la brique et des poutres. C'était une vie dans laquelle nous nous étions investis corps et âme. C'était un symbole de tout ce en quoi nous croyions. Que l'amour pouvait être discret, fort et durable. Les actifs qu'il m'a laissés n'étaient pas seulement financiers. Ils étaient sacrés. Ils étaient l'écho de ce que nous étions ensemble. Alors j'ai tout gardé à mon nom, non par peur, mais par respect, par amour. Isabelle n'a jamais demandé, elle a supposé. Et je ne l'ai jamais corrigé. C'était peut-être mon erreur. Ou peut-être que c'était ma façon discrète de tenir ma promesse, de laisser l'histoire se dérouler jusqu'à ce que la vérité ait besoin de parler d'elle-même. Et maintenant, debout devant ce vieil album, j'ai chuchoté à Jacques, je le protégerai, mon amour. Non pas parce que ça vaut des millions, mais parce que ça a été fait avec amour. J'ai passé ma main sur la première photo de nous, jeunes, les yeux fous, couverts de peinture et de poussière devant cette première auberge. Nous avions l'air ridicules et radieux. Cette nuit-là, j'ai dormi près de la cheminée. Pas de télé, pas de lumière, juste la chaleur du vieux bois, l'odeur de la lavande et un cœur plein de souvenirs. Demain, j'appellerai les avocats, mais ce soir, je tenais l'héritage. Le lendemain matin, je me suis versé une tasse de thé, de la camomille, comme Jacques m'en préparait toujours. Je n'y ai même pas réfléchi. J'ai simplement pris le même mélange, la même tasse, la même soucoupe ébréchée avec les petites fleurs bleues, la même que j'utilisais depuis plus de 20 ans. L'anse avait une fissure, à peine visible à moins de savoir où regarder. Je l'ai fixée longuement. Il y a quelque chose à propos d'une tasse de thé fissurée. Vous savez, elle est fragile, mais elle contient toujours de la chaleur, porte toujours l'odeur du réconfort, fait toujours ce pourquoi elle a été faite, même quand personne ne remarque les dégâts. Je la tenais dans mes mains comme si elle pouvait me murmurer quelque chose en retour. Je ne pleurais pas. Je ne me sentais pas dramatique. Je me sentais juste vide. Ce n'était pas à propos du mariage. Ce n'était même pas à propos de ne pas être invité. C'était à propos de cette gomme silencieuse, de ce renvoi lent et poli, de ce texto qui ne disait pas « je te déteste », mais plutôt « c'est mieux pour l'ambiance ». Comme si j'étais une imperfection,
comme si la femme qui l'avait mise au monde, élevée, qui avait sacrifié son sommeil, sa santé et sa jeunesse pour elle, n'était maintenant qu'une mauvaise énergie à éliminer comme une mauvaise herbe avant une garden party. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais je n'ai pas bu. Mes mains étaient stables, mais quelque chose en moi tremblait. Pas de colère, pas de peur, de chagrin, parce que j'ai soudain réalisé que ma fille avait cessé de me voir. Pas comme une mère, pas comme une femme, pas même comme une personne. Elle avait pris une décision à mon sujet sans me parler. Elle avait réécrit le rôle que j'étais autorisée à jouer dans sa vie. Et elle l'a fait par un message que j'ai dû relire 3 fois pour m'assurer que je ne l'interprétais pas mal. Mais ce n'était pas le cas. Elle ne voulait pas de moi là-bas, non pas parce qu'elle me détestait, mais parce que je ne cadrais tout simplement pas. Et cela, d'une manière ou d'une autre, était plus blessant. J'ai de nouveau regardé la tasse. Sa fissure courait le long de la courbe de l'anse, fine comme un fil d'araignée, invisible à moins de la tenir à la lumière. Combien de fois avais-je failli la jeter? Combien de fois l'avais-je gardée simplement parce qu'elle était à moi? Parce qu'elle avait contenu tant de matins tranquilles, tant de conversations, tant de souvenirs, tout comme je l'avais tenue, elle. Je me souviens quand Isabelle avait 10 ans et a attrapé la grippe la veille de son récital scolaire. Elle était pâle, fiévreuse, enveloppée dans 3 couvertures, et insistait quand même pour monter sur scène. Je suis restée à ses côtés toute la nuit, un gant de toilette froid sur son front, lui chuchotant des berceuses entre 2 prises de température. Elle n'a jamais pu participer au récital, mais cette nuit-là, elle a murmuré « Merci de ne pas être partie ». Une autre nuit, des années plus tard, une tempête de neige a frappé alors qu'elle était à l'université. Le campus a fermé, les routes étaient bloquées, et pourtant j'ai conduit 4 heures juste pour lui apporter un thermos de soupe et des couvertures supplémentaires. Quand je suis arrivée, les marches du dortoir étaient couvertes de neige jusqu'aux genoux. Personne n'avait déneigé, alors je l'ai fait. À main nue et avec un balai emprunté. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a pleuré en me voyant. Nous en avons ri pendant des semaines. J'ai toujours été la personne qui se présentait, non pas parce que je le devais, mais parce que l'amour exige la présence, pas la perfection. Et maintenant, on me désinvitait. Ma fille, mon unique enfant, m'avait réduite à une perturbation, une vérité dérangeante, une femme avec trop de rides pour son esthétique, trop d'histoire pour sa foule choisie. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'exclusion. C'était l'implication que qui j'étais et ce que j'avais été pour elle n'avait plus d'importance. J'ai repensé à la tasse, à sa résilience tranquille, à la façon dont elle contenait encore la chaleur malgré la fissure. Je me suis demandé si c'était ce que j'étais devenue. Quelque chose d'utile autrefois, quelque chose de toujours chaleureux, mais quelque chose de trop vieux, de trop imparfait, de trop inadapté pour être exposé. J'ai reposé la tasse avec précaution, comme si je déposais un morceau de moi-même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai posé une question que je n'avais jamais osé murmurer, même dans les moments les plus sombres de la maternité. Dois-je choisir entre le respect de moi-même et être sa mère? La réponse n'est pas venue tout de suite. Seul le silence est venu, et la chaleur s'estompant du thé que je n'ai jamais bu. J'ai reposé la tasse de thé. La maison était trop silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort. Je me suis levée, me suis dirigée vers le tiroir du bureau de Jacques, et l'ai ouvert lentement, comme guidée par une mémoire musculaire, non par la pensée. Il était là, son stylo. Pas n'importe quel stylo, un stylo plume Mont Blanc noir, garni d'or, lourd et lisse. Un cadeau pour notre 20e anniversaire de mariage. Il l'utilisait pour signer chaque contrat majeur, chaque lettre d'intention, chaque accord final. Et quand il est décédé, je l'ai rangé dans un coin du fond, incapable même de le regarder. Mais aujourd'hui, cela me semblait juste. Je le tenais dans ma paume comme un talisman, quelque chose d'ancien, de contraignant. Puis je me suis assise à son vieux bureau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché le téléphone. Pas mon portable, le téléphone fixe. Seules 2 personnes l'appelaient encore. L'une d'elles était Jessica. La ligne a sonné une fois, puis une autre, et enfin, Madame Lemoyne. Sa voix n'avait pas changé. Nette, professionnelle, mais avec cette nuance de bienveillance qu'on ne peut pas feindre. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Tout va bien? J'ai fermé les yeux. Je vais bien, Jessica. Une pause, puis plus doucement. De quoi avez-vous besoin? J'ai inspiré. J'ai besoin que vous sortiez tous les contrats en cours liés au domaine de l'Aube, aux suites de Valois et à la division de traiteurs les tables d'émeraude. Silence. Jessica était perspicace. Elle l'avait toujours été. Elle n'avait pas besoin de raison pour agir, mais elle avait toujours besoin de savoir pourquoi. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un audit de routine, dit-elle prudemment. Non. Alors, puis-je demander? Je veux juste reprendre ce que j'ai donné, dis-je simplement. Jessica n'a pas posé d'autres questions. C'est pour cela que je lui faisais confiance. Pendant toutes les années où elle a travaillé aux côtés de Jacques, elle n'avait jamais trahi une confidence.
Elle savait quand parler et quand se taire. J'aurai les dossiers prêts dans l'heure, dit-elle. Merci. J'ai besoin que des ordres d'annulation soient rédigés. Rien par email. Tout imprimé sur papier à en-tête. Compris? Et Jessica? Oui. Je serai en ville à 16 heures. Fixez la réunion pour 17 heures. Je veux tout signer en personne. Une autre pause. Serez-vous accompagné de votre fille? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, plutôt une expiration privée. Non, ce ne sont plus ses affaires. Compris? J'ai raccroché, tenant toujours le stylo de Jacques. Il était plus lourd que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'étais juste plus vieille. Peut-être que je sentais le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Et pourtant, aucune partie de moi n'hésitait. J'ai pensé à la salle de bal du domaine de l'Aube, au sol en marbre importé de Toscane, au lustre que nous avions sélectionné ensemble dans une propriété de maître en Autriche. Jacques avait dit, si nous construisons quelque chose qui dure, faisons en sorte que cela paraisse intemporel. Il parlait toujours comme ça, tranquillement, poétiquement. Il a construit ses propriétés non pas pour l'éclat, mais pour l'héritage, pour la famille, pour les étapes importantes, pour les gens que nous aimions. Et maintenant, ces mêmes murs allaient accueillir un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister. Cette pensée ne me faisait plus pleurer. Elle me rendait certaine. À 16h42, je suis entrée dans le cabinet d'avocat Lemoine et Chêne au centre-ville. Jessica m'a accueillie dans la salle de conférence privée avec 3 dossiers soigneusement préparés sur la table. Elle avait son ordinateur portable ouvert, mais tout le reste était à l'ancienne. Copie papier, tampons encreurs, seaux de cire, exactement comme Jacques le préférait. Elle a fait glisser le premier dossier vers moi. Domaine de l'Aube, acompte initial payé. Solde final en attente, toujours dans la fenêtre d'annulation. Le deuxième dossier, suite de Valois, bloc de chambre pour 193 invités, autorité de réservation complète sous Lemoine Holdings. Le troisième, les tables d'émeraude, menu finalisé, mais aucune commande de produits périssables passée. J'ai hoché la tête. Jessica, M.A. tendu less documents. J'ai rédigé une clause de résiliation neutre pour chacun. Aucune contestation juridique n'est attendue. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela discrètement? Demanda-t-elle, ses yeux sombres scrutant les miens. Oui. Pas de déclaration, pas de drame, dis-je. Pas de presse, pas de confrontation. Elle m'a regardé un long moment, puis a placé le stylo devant moi. Il aurait voulu que vous l'utilisiez. J'ai souri faiblement. Il aurait voulu que je protège ce qu'il a construit. Un par un, j'ai signé, non avec colère, mais avec clarté. Je n'avais pas besoin de ruiner le mariage d'Isabelle. Ce n'était pas le but. Je n'allais tout simplement pas financer la cérémonie qui me rendait invisible. Le dernier papier, la dernière signature. J'ai appuyé le stylo lentement, délibérément, scellant le trait avec des mains fermes. Quand j'ai fini, j'ai rebouché le stylo, les glissé dans son étui de velours et les refermé avec soin. Jessica n'a pas parlé. Elle a juste hoché la tête. D'une femme à une autre, un pacte silencieux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réclamation, de la dignité, de la voix, des choses que j'avais données sans condition, maintenant enfin rendues à mes mains. L'appel est arrivé à 6h37 du matin. Je n'ai pas répondu. J'étais assise dans le jardin avec mon café, enveloppée dans le vieux cardigan de Jacques. L'air était vif pour un printemps. Le genre qui rend votre peau vivante. Le téléphone a vibré encore et encore, puis s'est arrêté. Cela n'avait pas d'importance. Quelque part en ville, les choses se dénouaient. Quelque part en ville, une organisatrice nommée Olivia composait des numéros frénétiquement. Pendant ce temps, j'imagine que ça ressemblait à quelque chose comme ça. Isabelle venait de sortir de son rendez-vous. Un dernier essayage, probablement. Quand son téléphone a sonné. « Salut Olivia », a-t-elle probablement gazouillé, distraite. « On vient de finir avec le fleuriste. » Lucas adore les accents de Chardon. Au fait, quoi de neuf? Une pause. Puis son visage s'est décomposé. Comment ça, annulé? Une autre pause. Comment ça, le contrat du domaine de l'Aube est nul? Comment ça, les chambres d'hôtel ont disparu? Le traiteur aussi. Ce n'est pas possible. Puis, lentement, ses yeux se sont plissés. Non, non, je n'ai rien annulé. Qui aurait même l'autorité pour le faire? Et puis ça a fait tilt. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais son silence a tout dit. Lucas l'a remarqué. Isabelle a raccroché, s'est tournée vers lui. Il y a un problème? Il a froncé les sourcils. Quoi? Le lieu, les chambres, le traiteur. Tout a été annulé. Il a cligné des yeux. Comment ça, annulé? Olivia a dit que tout a été résilié par quelqu'un avec les pleins droits de propriété. Attends. Et puis il a prononcé le nom qu'aucun d'eux ne voulait dire. Ta mère.
Isabelle a détourné le regard. Je vais l'appeler, a dit Lucas. Isabelle ne l'a pas arrêté. De retour dans mon jardin, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai vu le nom, Lucas, pas Isabelle. J'ai siroté mon café et l'ai laissé sonner. Puis le texto est arrivé. As-tu annulé le mariage? J'ai regardé les mots. Il n'y avait pas de ponctuation, pas de colère, pas d'exclamation, juste 5 mots plats. J'ai attendu un moment, non par dépit, mais parce que quand on a été silencieuse toute sa vie, on apprend la valeur de l'immobilité. Puis j'ai tapé ma réponse. Non, j'ai juste mis fin à ce qui n'a jamais eu ma bénédiction. Je n'ai pas appuyé sur « Envoyer » tout de suite. Je l'ai lu une fois, puis une autre. C'était honnête. Ce n'était pas de la vengeance. Je n'avais pas fait irruption dans leur vie en hurlant. Je n'avais pas exigé d'excuses ni fait de scène lors d'un dîner de répétition. Je m'étais simplement retiré. Comme une marée se retirant d'un rivage qui ne l'accueillait plus. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Je ne sais pas ce que Lucas a fait en le lisant, mais j'imagine que ça l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Il n'était pas cruel, pas comme Isabelle pouvait l'être, mais il était complice. Il était resté là pendant que les décisions étaient prises, hochant la tête comme si ce n'était pas son mariage aussi. Comme si m'exclure n'était qu'une question d'ambiance, comme Isabelle l'avait si éloquemment dit. Et maintenant, l'ambiance avait changé. Pas de lieu de réception, pas de suite de luxe, pas de traiteur gastronomique, pas d'arche florale soigneusement arrangée sous des lustres anciens. Tout avait disparu, discrètement, légalement, irrévocablement, et non par colère, mais par principe, parce que je n'avais jamais accepté d'être invisible. J'avais payé pour chaque détail de ce mariage, chaque tige d'orchidée importée, chaque bouteille de champagne frais, chaque chambre 5 étoiles, chaque plat signature. Et il m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue. Pas en face. Non, ils me l'ont envoyé par texto, comme si j'étais une invitée de dernière minute qu'on pouvait désinviter. J'ai de nouveau pensé à Jacques, à la façon dont il disait « Le silence, Marguerite, est le langage du pouvoir. Quand tu parles, pense ce que tu dis. Mais quand tu agis, agis discrètement. C'est comme ça que le sol bouge. » J'ai souri. Il pensait que j'allais simplement disparaître. Au lieu de cela, j'ai fait disparaître tout ce qu'il tenait pour acquis. Le téléphone n'a plus sonné. Je suis restée dans le jardin un peu plus longtemps. Le vent bruissait dans les hortensias. Quelque part, dans un penthouse bien au-dessus de mon petit jardin, ma fille arpentait probablement pieds nus un sol en marbre, se demandant comment une femme qu'elle avait écartée d'un seul texto avait pu faire s'évanouir un mariage entier. Mais je n'avais pas besoin de le voir. Je le savais déjà. Le changement avait commencé, et je n'étais pas en colère. J'étais enfin en paix. L'appel est venu ce soir-là, juste après le coucher du soleil, quand le ciel était d'un lavande pâle et que le monde semblait trop calme. Je venais de finir de ranger la cuisine. Pas de musique, juste le doux cliquetis de la porcelaine et le sifflement de la bouilloire qui résonnait encore. L'écran s'est allumé. Isabelle. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix est sortie, vive et rapide. Je croyais que tu ne te souciais pas des apparences. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, plus fort maintenant. Pourquoi ruinerais-tu tout comme ça? Pourquoi maintenant, de tous les moments? J'ai pris une profonde inspiration, me suis dirigée lentement vers le fauteuil près de la fenêtre, et me suis assise. Je n'ai rien ruiné, dis-je calmement. Tu m'as retiré avant même le premier toast. Une pause, puis elle a ricané. Oh, allons, maman. Ne sois pas dramatique. J'ai légèrement incliné la tête. C'est ce que tu penses? Tu sais que je ne voulais pas te blesser, a-t-elle lancé. Ce n'était pas personnel. C'était juste une question d'ambiance. J'ai regardé par la fenêtre. Juste une question d'ambiance. Les mots flottaient dans l'air comme un brouillard. Tu as déjà dit ça? Ai-je murmuré. Et c'était vrai. Tu sais comment est la famille de Lucas. Ils sont très sélectifs. Soucieux de leur statut, ai-je offert. Fragile en présence de veuves de plus de 65 ans. Elle est restée silencieuse. J'ai continué, doucement mais fermement. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont jamais cherché à le faire. Ce n'est pas juste. Et toi, dis-je, l'interrompant sans élever la voix. Tu ne pensais pas non plus que j'avais ma place. C'était clair. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as texté. Elle a soupiré bruyamment. Je ne voulais pas de drame au mariage. Et pourtant, nous y voilà. Elle a de nouveau fait une pause. Sa voix était plus basse cette fois. Je te pensais au-dessus de ça. Je pensais que tu croyais en l'amour plus qu'en l'argent, aux gens plus qu'aux apparences. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas montré. C'est le cas. Alors pourquoi tout annuler? Pourquoi nous mettre dans l'embarras? Je n'ai mis personne dans l'embarras, dis-je. J'ai simplement repris ce que j'avais donné. Tu m'as humilié, maman.
Non, Isabelle. Tu t'es humilié toi-même au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à ta table. Sa voix s'est brisée. Il ne s'agissait pas d'être assez bien. Alors de quoi s'agissait-il? Un long silence. Elle n'a pas répondu. Alors je l'ai fait. Il s'agissait de contrôle, dis-je doucement. Façonner une image, un récit qui n'incluait pas la femme qui t'a élevé. Ce n'est pas vrai, a-t-elle chuchoté. Tu te maries dans une famille qui juge les livres à leur couverture. Et quelque part en chemin, tu as décidé que j'étais la mauvaise couverture. Je n'ai jamais voulu. Ne dis pas que tu n'as pas voulu, Isabelle. Tu l'as voulu. Tu l'as choisi. Et les choix ont un poids. Plus de silence. J'ai entendu une respiration tremblante à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, presque suppliante. Alors tu vas vraiment tout annuler? Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Mais tout se passe dans 2 semaines. Alors tu as 2 semaines, ai-je répliqué. Pour déterminer combien vaut une ambiance. Elle n'a pas parlé. Alors, j'ai prononcé la dernière phrase que je portais en moi depuis son premier message. Si ce n'est qu'une question d'ambiance, Isabelle, alors laisse l'ambiance payer. Son souffle s'est coupé, comme si elle voulait dire quelque chose, se déchaîner, s'excuser, se défendre, mais ne trouvait pas les mots. J'ai attendu, mais rien n'est venu, alors j'ai mis fin à l'appel, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis restée assise un moment, le téléphone posé sur mes genoux, l'écran maintenant sombre. Dehors, les lumières du jardin se sont allumées automatiquement, de petites lueurs parsemant la pelouse que Jacques tondait chaque dimanche. Ma main a effleuré le bras du fauteuil, doux, familier, et je me suis souvenu des jours où j'étais assise là avec une petite Isabelle dans mes bras, ses joues rouges de soleil, sa petite main enroulée autour de mon petit doigt. Elle me regardait comme si j'étais le ciel tout entier. Maintenant, j'étais le nuage d'orage qui ruinait son temps parfait. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'en avais juste assez de mendier pour être incluse, de payer pour le rejet, de me réduire à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qui était assez bien. Isabelle se débrouillerait. Ou pas. Quoi qu'il en soit, j'avais dit ma vérité, et je l'avais dite de la manière la plus calme et la plus claire que je connaisse. Non pas en criant, mais avec le silence et un acte décisif. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Victoria Gauthier, la mère de Lucas. C'était à la fête de fiançailles, un après-midi ensoleillé dans un vignoble loué juste à l'extérieur de la région, le genre d'événement où même les serviettes étaient calligraphiées et l'eau avait des tranches de citron enroulées comme des virgules. Isabelle portait une robe rose pâle. Elle rayonnait, radieuse et nerveuse, chuchotant avec les traiteurs et vérifiant les arrangements floraux à 2 reprises. Elle voulait que la journée soit parfaite. J'avais mis une robe tailleur bleu marine, sobre, repassée, respectueuse. Les perles que Jacques m'avait offertes pour notre 30e anniversaire de mariage pendaient à mon cou, un clin d'œil à la dignité. Je me dirigeais vers la table principale avec un plateau de carton de table plié à la main. Isabelle m'avait demandé de l'aide quand je l'ai vue. Victoria Gauthier, grande, mince, dégoulinant de beige doré, et un air de quelque chose d'acerbe derrière le sourire. Elle m'a repéré de l'autre côté de la cour et n'a pas souri. Au lieu de cela, elle s'est dirigée droit vers moi, ses talons claquant comme des signes de ponctuation sur les pavés. Ses yeux m'ont scruté de la tête aux pieds, s'arrêtant juste un temps de trop sur mes chaussures, puis de nouveau sur les perles. « Vous devez être la mère d'Isabelle » dit-elle sèchement. J'ai hoché la tête. « Oui, je suis Marguerite. » Elle a tendu une main, molle et fraîche. Je l'ai serrée poliment. Puis est venue la phrase. « Vous êtes plus traditionnelle que je ne l'imaginais. » Juste comme ça. Pas de sourire, pas d'explication, juste une évaluation enveloppée de velours et de vinaigre. J'ai cligné des yeux une fois. « Ah oui ?» Elle a haussé les épaules. Eh bien, Isabelle a toujours été pleine de surprises. Je l'ai regardée un long moment, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était comment elle le disait. Ce ton, ce regard. Elle ne me voyait pas comme une invitée, ni comme la mère de la future mariée, mais comme un élément à gérer, une case à cocher. J'étais la femme qui avait élevé Isabelle. Oui, mais je n'étais pas leur genre de femme. C'était clair. Le reste de la conversation, si on peut appeler ça une conversation, fut un brouillard de phrases polies et de silences passifs. Je me suis excusée après quelques minutes, trouvant une chaise vide près des hortensias. Et j'ai observé. Je l'ai regardé flotter à travers la fête, saluant les bonnes personnes avec familiarité et tenant son verre de vin comme s'il faisait partie de sa lignée. J'ai regardé Lucas lui parler doucement, avec déférence, même en souriant à Isabelle de l'autre côté de la pelouse. Et j'ai regardé Isabelle, ma fille, la regarder. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer. Un petit murmure froid quelque part en moi. Face attention. Ce n'est plus ton terrain de jeu. Pourtant, je me suis dit de ne pas être paranoïaque. Lucas semblait assez gentil, un peu distant avec moi,
mais jamais impoli. Et Isabelle était heureuse. Nerveuse, oui, mais heureuse en amour. Alors j'ai tout mis de côté. Le regard, le commentaire, le sentiment d'être mesuré et jugé. Inutile. J'ai souri pendant les toasts, les discours, les petites lanternes en papier suspendues aux arbres. J'ai applaudi quand ils ont coupé le gâteau, fait la bise, remercié les organisateurs. Mais cette phrase, vous êtes plus traditionnel que je ne l'imaginais, m'a suivi à la maison ce soir-là comme un parfum accroché à mon manteau. Maintenant, assise ici des semaines après les retombées, je le vois clairement. Je n'étais pas la seule à être étudiée à cette fête. Isabelle était observée aussi. Je ne sais pas exactement quand le changement a commencé, mais j'ai vu les signes, les changements subtils dans sa façon de parler, le langage du détachement, la préoccupation soudaine pour l'image. Au début, je pensais que c'était juste le stress du mariage, mais ce n'était pas le cas. C'était de l'influence. C'était de l'absorption. J'aurais dû parler à ce moment-là, poser les questions, fixer les limites, mais je ne voulais pas être la mère qui se mêle de tout. Je ne voulais pas la perdre avant même qu'elle ne remonte l'allée. Et au fond de moi, je ne croyais pas, ne pouvais pas imaginer qu'elle laisserait un jour les valeurs de quelqu'un d'autre l'emporter sur ce que nous avions construit ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour elle me regarderait, la femme qui l'a élevée, s'est battue pour elle, a construit sa vie autour d'elle, et déciderait que je n'avais pas la bonne ambiance, que j'étais trop traditionnelle, exactement comme Victoria me voyait, comme une relique, un substitut, un accessoire charmant mais obsolète à laisser hors de la liste des invités. Je le vois maintenant. Je n'avais pas affaire à une seule mariée. J'étais face à toute une dynastie d'apparence soignée et d'élégance calculée. Et ma fille, mon Isabelle, les avait rejoints, volontairement ou non. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la tradition est plus profonde que l'étiquette. Elle contient la mémoire. Elle contient le pouvoir. Et elle contient les reçus. L'appel est arrivé en fin d'après-midi. Mon téléphone a vibré 2 fois avant que je ne décroche. Madame Lemoyne, c'est Lucas Gauthier. Sa voix semblait tendue, différente du ton confiant auquel je m'étais habituée. Je me suis assise au comptoir de la cuisine, silencieuse un instant. Bonjour, Lucas. J'ai besoin de vous parler de quelque chose. J'ai attendu, laissant le silence faire son œuvre. Je viens de découvrir pour la chaîne d'hôtels, pour le domaine de l'Aube, pour tout. Le voilà. Le savoir que j'avais gardé enveloppé de silence pendant des années, maintenant découvert. Je pouvais presque le voir dans mon esprit, debout quelque part dans leur appartement chic du centre-ville, passant une main dans ses cheveux courts, essayant de comprendre ce qu'il venait d'apprendre. Qu'avez-vous découvert exactement, Lucas? J'ai gardé ma voix égale. Que vous êtes propriétaire de la collection Émeraude. Que les lieux, l'entreprise de traiteur, tout ça, c'est à vous. Que vous et Monsieur Lemoine l'avez bâti à partir de rien. J'ai pris une lente inspiration. Oui. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi Isabelle ne me l'a pas dit? Ça, c'était intéressant. J'ai tracé le bord de ma tasse de thé avec un doigt. Je supposais qu'elle le savait, dis-je simplement. Elle le savait. Sa voix avait une pointe d'agacement maintenant. Elle l'a toujours su. Le directeur de l'hôtel m'a dit qu'elle y était allée des dizaines de fois avec vous et son père quand elle était plus jeune. Elle vous appelait les fondateurs en passant. La révélation ne m'a pas autant choquée qu'elle aurait pu. Au fond, je soupçonnais qu'Isabelle avait créé un récit qui convenait à sa nouvelle vie, un récit qui minimisait certaines parties de son passé. Je vois, fut tout ce que j'ai dit. Madame Lemoyne, Lucas fait une pause. Marguerite, je dois m'excuser. Je n'avais aucune idée quand nous avons envoyé ce texto. Nous, ai-je interrompu doucement. Un lourd silence a suivi. Isabelle l'a écrit, mais je l'ai vu. Je ne l'ai pas arrêté. Sa voix est devenue plus basse. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'aurais dû poser plus de questions. L'honnêteté était inattendue. J'ai regardé par la fenêtre le jardin que Jacques avait planté, les roses qui commençaient juste à éclore. Pourquoi m'appelez-vous, Lucas? Parce que je ne sais plus qui est ma fiancée. Les mots sont sortis d'un trait. Depuis que nous avons commencé à planifier ce mariage, elle est devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'obsédé par les apparences, par l'idée d'impressionner ma famille, par la création de cette image parfaite. Et vous ne le remarquez que maintenant? I'll rest silencier un moment. Je pensais que c'était le stress du mariage. Je pensais qu'elle essayait juste de rendre tout le monde heureux. Y compris votre mère. Une autre pause. Surtout ma mère. J'ai brièvement fermé les yeux. Votre mère a été très claire sur ce qu'elle pensait de moi à la fête de fiançailles. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Sa voix se tendit. Ce n'était pas tant ce qu'elle a dit que la façon dont elle l'a dit. Elle m'a qualifié de traditionnelle, comme si c'était une façon polie de dire démodé. Lucas so expire. Ça lui ressemble? Je n'ai rien dit à l'époque parce que je ne voulais pas causer de problème. Mais peut-être que le silence n'était pas la bonne réponse. Non, dit-il doucement.
Peut-être pas. Nous sommes restés tous les deux avec cette pensée un moment. Isabelle et moi venons de nous disputer, a-t-il finalement dit. À propos de vous, du mariage, de tout. Elle est furieuse que vous ayez annulé tous les arrangements, mais moi, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Cela m'a surprise. Vraiment? Vous financiez une célébration à laquelle vous n'étiez même pas invité. C'est plus que mal. C'est cruel. Le mot flottait entre nous. Oh. C'était la première fois que quelqu'un nommait ce qu'Isabelle avait fait pour ce que c'était. Que ferez-vous maintenant, Lucas? Je ne sais pas. Sa voix s'est légèrement brisée. Je dois réfléchir. J'avais juste besoin de vous dire que je suis désolée. Et de vous remercier. Me remercier? Pour avoir annulé les arrangements de votre mariage. Pour m'avoir montré quelque chose d'important avant que je ne prenne un engagement que je pourrais regretter. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai simplement dit « de rien ». Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps sans bouger. La conversation avait révélé plus que ce à quoi je m'attendais. Isabelle avait toujours su mon rôle dans l'entreprise. Elle l'avait délibérément caché à Lucas. Et Lucas, semblait-il, commençait à voir les fissures dans l'image parfaite qu'on lui avait vendue. Une partie de moi ressentait une pointe de satisfaction, mais une autre partie, la partie mère, souffrait pour ma fille, si perdue dans la quête d'approbation qu'elle avait oublié qui elle était, qui nous étions. La sonnette a retenti juste au crépuscule. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Olivia Dubois là, les épaules légèrement voûtées d'une manière qui ne correspondait pas à sa confiance habituelle. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une grande enveloppe blanche, et elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière lâche, et pour une fois, elle ne ressemblait pas à une organisatrice de mariage. Elle ressemblait à une personne. « Bonjour », dit-elle doucement. « Vous avez une minute ?» Je me suis écartée et l'ai invitée à entrer. Pas de questions, juste un simple hochement de tête. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, et a choisi la même chaise qu'Isabelle utilisait toujours quand elle était petite. Elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps », commença-t-elle, puis fit une pause. Sa voix tremblait légèrement, non de colère, mais d'autre chose. Elle m'a tendu l'enveloppe. « Ce sont les plans finaux », dit-elle. Palette de couleurs, plans de table, musique, détails floraux. C'est tout. Je voulais le rendre à la personne qui a réellement payé pour ça. J'ai regardé l'enveloppe mais ne l'ai pas prise. Elle l'a posée doucement sur la table basse entre nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a poursuivi Olivia. Enfin, si. J'étais là. J'ai vu comment ça s'est déroulé, mais je ne comprends toujours pas. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux. J'ai organisé 123 mariages, Marguerite. Jamais je n'ai vu quelqu'un être exclu d'un mariage qu'il finançait. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé. Je l'ai laissé avoir son espace. Elle a cligné des yeux avec force. Je suis désolée. Je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas professionnel. Mais après ce que j'ai vu, après ce qu'elle vous a texté. Elle s'est interrompue. Je n'ai toujours rien dit. Elle a ri, un rire doux et amer. Mon Dieu, si c'était moi, j'aurais renversé une table, appelé la presse, intenté des poursuites. Je ne sais pas, quelque chose. J'ai souri faiblement. Puis j'ai tendu la main derrière moi, dans un tiroir que j'avais préparé plutôt sans savoir pourquoi, et j'ai sorti ma propre petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 laissez-passer pour un spa. Je les lui ai tendus. Elle les a regardés, confuse. Qu'est-ce que c'est? Une retraite de week-end, dis-je. Source minérale, massage, silence. Le genre de silence qui guérit, pas qui blesse. Ses doigts tremblaient alors qu'elle les acceptait. Vous me donnez ça? Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas expiré depuis des semaines. Elle a baissé les yeux sur l'enveloppe, puis s'est lentement effondrée. Pas bruyamment, pas théâtralement, juste une fissure silencieuse. Elle a commencé à pleurer, les épaules secouées, mais les lèvres serrées, ne voulant pas faire de bruit. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme, a-t-elle chuchoté. Et pour la première fois, j'ai parlé franchement. Parce que le silence, dis-je, n'est pas une faiblesse. Elle a levé les yeux vers moi. Il faut plus de force pour rester douce quand on a été blessé, ai-je continué, que pour se déchaîner et laisser ses propres cicatrices. Elle a hoché la tête lentement, se mordant l'intérieur de la joue. Je pensais, dit-elle, quand Isabelle a envoyé ce texto, que vous alliez tout réduire en cendres. Vous auriez pu. Vous le pourriez encore. Vous possédez le lieu, l'hôtel, même le nom sur la boîte à gâteaux. J'ai souri, mais il n'y avait aucune méchanceté là-dedans. Olivia, dis-je doucement, je n'apprends pas de leçons à ma fille en criant. Je lui apprends en montrant ce qu'une femme peut être quand elle choisit encore la grâce, même après avoir été trahie. Elle a dégluti difficilement, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'aimerais avoir une mère comme ça. Et voilà, la vérité venue d'une autre sorte de fille. Je ne l'ai pas prise dans mes bras.
Je n'ai pas offert plus de mots. Je suis juste restée assise là avec elle, laissant le silence faire son travail. Au bout d'un moment, elle s'est levée. Je finaliserai les annulations demain, dit-elle doucement. Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que je ne peux plus soutenir ce qui se passe. Elle s'est arrêtée à la porte. Merci, Marguerite. Pas pour le laisser passer au spa, mais pour m'avoir rappelé qu'il y a une autre façon d'être forte. Et sur ce, elle est partie. Je suis restée dans le couloir un moment après son départ, tenant l'enveloppe qu'elle m'avait rendue. Les plans du mariage étaient tous là, magnifiquement arrangés, parfaits et complètement vides d'âme. Mais peut-être, juste peut-être, que ce qui viendrait ensuite ne le serait pas. Ce n'est pas moi qui ai parlé la première. Ce furent les gros titres. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une douzaine d'appels manqués. 2 de mon fleuriste, un du directeur de l'hôtel, et un d'une blogueuse de mariage que je n'avais même jamais rencontrée. Au moment où j'ai allumé la télévision, le segment local sur les mariages sur la chaîne 6 diffusait déjà l'histoire. Un mariage somptueux au domaine de l'Aube annulé brusquement quelques jours avant la cérémonie. L'écran montrait des images du lieu, maintenant silencieux. Pas de guirlandes lumineuses, pas de linge de table, pas de champagne au frais, juste un livreur confus debout à l'extérieur avec 4 caisses de rose ivoire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste siroté mon thé. Ils sont passés à un segment du live d'une petite influenceuse de mariage. Elle portait du rose pastel et parlait vite, clairement ravie d'être au centre d'un scandale. Des sources disent que ce n'est pas le lieu qui a annulé. C'est le propriétaire qui l'a fait. À la dernière minute. C'est fou. Puis est venue l'interview qui a tout fait éclater. Une jeune réceptionniste de l'hôtel, clairement pas formée aux relations publiques, se tenait dans le hall avec de grands yeux et des mains nerveuses. Je ne sais pas grand-chose, dit-elle, mais j'ai entendu un membre du personnel murmurer que ce n'était pas un conflit d'horaire. Il a été annulé par la propriétaire elle-même. Il n'avait pas dit mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. En quelques heures, les blogs de potins de l'industrie s'en sont emparés. Les forums de mariage bourdonnaient. Un fil de discussion sur Reddit intitulé « Qui annule un mariage comme ça ?» a commencé à grimper. À midi, j'ai reçu un appel officiel du magazine de mariage qui avait prévu de couvrir la cérémonie d'Isabelle. Il retirait l'article. Je n'étais pas surprise. Ce qui m'a surprise, cependant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce soir-là, alors que les rumeurs s'installaient dans leur deuxième souffle, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Il était court, juste 3 mots. « Tu regardes ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement changé de chaîne. Ils étaient là. Isabelle et Lucas, surpris à l'extérieur d'un café à Paris, l'air tendu. La journaliste locale n'était pas intrusive, mais elle était perspicace. « Isabelle, avez-vous un commentaire sur l'annulation du lieu ?» Nous avons reçu confirmation de la direction du domaine de l'Aube que la propriétaire est intervenue directement. Elle se figea, visiblement déstabilisée. Le visage de Lucas assez crispa. Nous ne faisons aucun commentaire pour le moment, dit-il en lui tirant le bras. Mais il était trop tard. La caméra avait déjà capturé le regard qu'il lui avait lancé. Pas de la confusion, de la suspicion. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu une fois auparavant, lorsque Jacques avait commencé à remettre en question l'un de ses partenaires commerciaux qui détournait des fonds. Lucas regardait Isabelle comme on regarde une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas tout à fait. 2 jours plus tard, j'ai eu des nouvelles d'Olivia. Elle est en pleine spirale, dit-elle doucement. Les sponsors se retirent. L'un des fournisseurs a même demandé une preuve de qui a réellement signé les chèques. Je n'ai rien dit. Je n'avais fait aucune déclaration publique, aucune représaille, aucun drame, juste une redirection silencieuse du pouvoir, mais le monde faisait le reste pour moi. Isabelle a tenté de limiter les dégâts. Elle a posté une photo filtrée d'elle et Lucas se tenant la main lors d'une dégustation de mariage. Légende, rien que de l'amour par ici. Mais ça n'a pas pris. Les commentaires étaient brutaux. Vous n'avez pas juste annulé au domaine de l'Aube. Alors, avez-vous payé les frais d'annulation ou est-ce que c'est le propriétaire? Est-il vrai que la propriétaire du lieu est votre mère? Celui-là l'a stoppé net. Et puis est venu le moment qui, je le savais, allait complètement changer la donne. Un épisode de podcast de niche intitulé « Le mariage qui s'est tu » a été diffusé. Dedans, un membre du personnel de l'hôtel, sous le couvert de l'anonymat, a révélé que la propriétaire avait été personnellement lésée et que le lieu avait toujours été offert comme une faveur, pas une transaction commerciale. Isabelle n'avait pas de réponse à cela, car c'était vrai. Non seulement le fait que j'avais tout payé, mais la vérité plus profonde que le silence avait son propre poids. Lucas lui a finalement posé la question. Selon Olivia, il l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu me caches quelque chose ». Isabelle n'a pas répondu, car comment le pourrait-elle? Elle ne pouvait pas expliquer comment elle avait effacé sa mère de la liste des invités tout en gardant son nom sur la facture.
Elle ne pouvait pas justifier d'utiliser l'amour de quelqu'un comme une carte de crédit illimitée pour ensuite le jeter quand il ne correspondait plus à l'esthétique. Et ainsi les fissures ont commencé. Pas publiquement, pas bruyamment, juste en chuchotement, suspicion, distance, le dénouement d'un conte de fées qu'elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer. Et tout ce que j'avais fait, c'était rien. Juste une signature et un choix, le silence. Jessica est arrivée avec une enveloppe Kraft entre les mains et le chagrin sur le visage. Elle n'a pas dit grand-chose, est juste entrée par la porte de la cuisine comme elle le faisait quand nous étions de jeunes femmes naviguant entre les réunions de parents d'élèves et les kermesses. Seulement, maintenant, nous étions deux femmes plus âgées qui avaient assez vu la vie pour savoir quand les mots étaient facultatifs. Marguerite, dit-elle doucement, je ne voulais pas que vous l'appreniez de cette façon, mais je pensais que vous méritiez de savoir ce qui a réellement été envoyé. Je me suis arrêtée au-dessus du plateau de thé que je venais de poser. Jessica a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une impression, un courriel d'Isabelle. L'objet était court, presque clinique. Note finale sur le lieu, important. J'ai senti mon souffle se couper. Jessica n'a pas parlé. Elle a simplement laissé le silence s'étirer pendant que je dépliais la feuille unique. Le texte était bref, pas plus d'un paragraphe. Chère mademoiselle Dubois, afin de maintenir l'élégance de notre événement et de le préserver de tout stress émotionnel, je vous demande aimablement de ne pas inclure ma mère, Marguerite Lemoine, dans la liste des invités ni de l'autoriser sur les lieux. Sa présence serait perturbatrice. Merci de votre compréhension. Isabelle. Ce mot, perturbatrice, il reposait sur la page comme une blessure habillée de perles. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ma main a simplement abaissé la page sur la table, les doigts ne tremblant que légèrement alors que je la plaçais à côté de la photo encadrée de Jacques et moi le jour de notre mariage. Il avait l'air si fier sur cette photo. Jeune, solide. Je me souviens de ce moment. Il venait de me chuchoter, « Tu n'as pas l'air réel, Maggie. Tu sembles tout droit sorti du paradis. » Maintenant, c'était moi qui ne me sentais pas réel. J'ai regardé l'email, puis la photo, et de nouveau l'email. Deux versions de la féminité se sont heurtées sur cette surface en bois, l'une parée de dentelle blanche, tenue par l'amour. L'autre qualifiée de perturbation, à exclure de la joie de sa propre fille. Elle a envoyé ça directement à l'organisatrice, a chuchoté Jessica. Je l'ai trouvée dans la chaîne de courriel transféré. Aucune hésitation dans son ton. Juste froid. Froid? Oui, c'était le mot. Isabelle ne m'avait pas crié dessus. Elle n'avait même pas argumenté. Il n'y avait pas eu de grande scène, pas de porte claquée, pas de confrontation larmoyante, juste une phrase dans un courriel, une phrase qui me bannissait avec une politesse bureaucratique. Je me suis approchée et j'ai légèrement ajusté le cadre photo. Il était décentré. Jacques détestait quand les choses semblaient déséquilibrées. Je pouvais presque l'entendre maintenant. Redress-lo, Maggie. Même les petites choses comptent. Jessica Dousement to shame on main. Je suis désolée, dit-elle. Vous ne méritez pas ça. Je lui ai fait un petit sourire, mais il n'a pas atteint mes yeux. Il ne s'agit pas de mériter, Jessica. Il s'agit de clarté. Elle avait l'air confuse. J'ai clarifié, plus pour moi-même que pour elle. Pendant tout ce temps, je pensais qu'elle avait juste besoin d'espace ou que j'avais peut-être dit la mauvaise chose quelque part. Les mères se remettent toujours en question. Mais ça, j'ai tapoté légèrement le papier. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix, une exclusion délibérée. Je me suis levée et me suis dirigée vers l'étagère où les vieux boutons de manchette de Jacques reposaient dans une boîte en velours. Je l'ai ouverte, même si je n'avais besoin de rien à l'intérieur. J'avais juste besoin d'ouvrir quelque chose, de faire quelque chose, de ne pas rester immobile. Parce que rester immobile signifiait reconnaître ce qui était perdu. J'ai chuchoté, j'ai perdu mon mari. Puis ma voix s'est brisée. Et maintenant, j'ai aussi perdu ma fille. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne que Jacques avait restaurée pour notre 25e anniversaire. Tic-tac, tic. Le temps ne s'arrête pas pour le deuil. Il continue simplement, indifférent. Je me suis retournée vers Jessica, qui avait l'air de vouloir pleurer pour moi. Je ne la laisserai pas faire. Ne le faites pas, dis-je doucement. Ne pleurez pas pour moi pour l'instant. Laissez-moi juste être tranquille un moment. Elle a hoché la tête et s'est levée de sa chaise. Mais avant de partir, elle a regardé l'email une dernière fois. Elle n'a même pas mis de majuscule amère, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. La présence de ma mère serait perturbatrice. Même pas « ma mère », juste en minuscule, comme si j'étais un rôle à gérer, pas une femme à aimer. Jessica est partie peu de temps après. Je suis restée seule dans la cuisine, l'email à côté de la photo, le thé froid, le silence plein. D'arrête vive. Je n'ai pas déchiré le papier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré.
J'ai simplement placé l'impression à l'intérieur de l'album de mariage qu'Isabelle m'avait un jour supplié de garder en sécurité quand elle avait 16 ans et planifiait le mariage de ses rêves. Je l'ai placée là comme un marque-page, entre ce que nous étions et ce que nous étions devenus. Elle est arrivée le matin après que Jessica m'a apporté l'email. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, le genre de papier qui semblait fin mais soigné, comme s'il avait été plié à la fois avec des mains tremblantes et une grâce intentionnelle. L'écriture était tremblante, penchée comme des vignes qui avaient poussé à l'état sauvage mais conservaient leur beauté. L'encre était tachée par endroits, comme si le stylo s'était arrêté trop longtemps en pleine réflexion. À l'intérieur, il y avait un mot. Chère Madame Lemoine, vous ne me connaissez pas, mais j'ai senti que je devais vous écrire. Il y a des années, votre mari a donné à mon fils Pierre son premier emploi. Il avait 19 ans à l'époque, peu sûr de lui, mal à l'aise dans sa peau. Il avait abandonné ses études, avait trop honte pour affronter son père, et avait presque abandonné quand Monsieur Lemoine est entré dans le restaurant où je travaillais. J'ai mentionné mon fils au passage, juste un soupir de mère fatiguée. Votre mari a écouté. C'est ce dont je me souviens le plus. Il a écouté. La semaine suivante, Pierre a été embauché à l'entrepôt local que possédait Monsieur Lemoine. Sans chichi, sans charité, juste une chance. Quand votre mari est décédé, nous avons envoyé une carte de remerciement. Nous ne nous attendions pas à une réponse, mais une est arrivée quand même. Vous avez répondu. Vous nous avez dit que Jacques disait souvent, si vous pouvez soulever quelqu'un d'une main tout en tenant votre propre vie fermement de l'autre, vous devez le faire. Je n'ai jamais oublié cela. Cordialement, Eliette Martin. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Les mots n'étaient pas dramatiques. Il n'y avait pas de coup de poing, pas de rebondissement, pas de colère, pas de grande révélation, juste un souvenir. Je me suis assise lentement à la table de la cuisine. La lettre tremblait dans mes mains, non de peur, non de colère, mais de quelque chose de plus doux, de plus lourd, le chagrin, peut-être, ou sa cousine, la grâce. J'ai levé les yeux vers la photo de Jacques au-dessus de la cheminée, celle de notre voyage à Yosemite, où il portait ce ridicule chapeau de paille et m'avait fait rire si fort que j'avais failli laisser tomber l'appareil photo. Ses yeux plissés par le soleil et la malice. J'ai chuchoté, tu te souviens du fils d'une étrangère, et elle se souvient de toi. Et j'avais passé les dernières semaines à essayer d'oublier, d'avancer, d'enterrer ce qui m'avait été fait, ou autour de moi, ou derrière moi. J'étais empêtrée dans des contrats de mariage et des lettres de trahison et un silence coupable, essayant de décider à quel point je devais être bruyante ou silencieuse pour survivre au jour du mariage de ma fille. Et pourtant, cette lettre, ce bout de gentillesse non sollicitée, a traversé tout cela comme une lumière sous une porte verrouillée. Jacques avait soulevé quelqu'un d'une main et n'avait jamais rien laissé tomber d'autre. J'ai tracé les plis de la lettre où Eliette l'avait soigneusement pliée avant de la poster. Ses mains probablement ridées comme les miennes. Peut-être plus lentes, peut-être fatiguées. Mais elle avait écrit quand même, elle s'était souvenue, elle avait remercié, et elle m'avait rappelé sans le savoir que la gentillesse n'a pas besoin de public. Elle ne crie pas. Elle n'exige pas. Elle ne complote pas, ne punit pas, ne parade pas. Elle vit simplement, tranquillement, dans la vie des autres, longtemps après que vous ayez oublié que vous l'aviez jamais donnée. Ce matin-là, je n'ai pas appelé Jessica. Je n'ai pas rédigé de nouvelles lettres à l'organisatrice. Je n'ai pas fait d'ajustement juridique ni mis les choses en mouvement. Je suis juste restée assise là et j'ai pleuré. Pas les sanglots aigus de la trahison fraîche, mais les pleurs silencieux d'une femme qui se souvenait de qui elle était, et réalisait avec une clarté soudaine qu'elle n'avait pas perdu cette personne après tout. J'ai sorti mon plus beau papier à lettres et j'ai répondu à Eliette. Ce n'était pas l'eau. Ce n'était pas nécessaire. Chère Eliette, merci de vous souvenir de Jacques. Votre lettre est arrivée un matin où je ne savais pas que j'en avais besoin. Je tiendrai vos mots comme une main dans la mienne. Cordialement, Marguerite Lemoine. Je n'ai pas connu les détails au début. Jessica m'en a caché la plupart, essayant de me protéger, je suppose. Mais les chuchotements ont commencé à circuler rapidement, et ils sont parvenus jusqu'à moi, doux et surprenants comme le vent sous une porte fermée. Le mariage avait été déplacé. C'était le premier titre sur le blog de mariage de la petite ville. Cérémonie de haut vol au domaine de l'Aube brusquement reportée. Apparemment, Isabelle et Lucas s'étaient démenés pour réserver un nouveau lieu rapidement. Mais il ne s'agissait pas seulement de trouver un espace disponible. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'aucun d'eux n'aurait pu la contenir. L'un des premiers prestataires qu'ils ont appelé, un domaine haut de gamme au bord du lac, a poliment décliné. Un autre propriétaire de lieu, un ami de l'église, me l'a dit sans détour. Ils ont essayé d'appeler, mais une fois que j'ai su de qui il s'agissait, je n'ai pas pris la réservation. Je ne travaille pas avec des gens qui traitent leur famille de cette façon. L'organisatrice, Olivia, a démissionné le lendemain même. Jessica, M.A. Monter email. Il était sec, mais clair. Je ne me sens plus professionnellement aligné avec cet événement. Veuillez considérer ceci comme mon retrait formel.
Les prestataires ont commencé à se retirer un par un. Les fleuristes, l'équipe d'éclairage, même l'orchestre. Apparemment, Lucas avait essayé de tous les rassurer, signant des chèques à la hâte, mais à ce moment-là, certains invités avaient déjà reçu des avis sur le changement de lieu de dernière minute. Beaucoup ont simplement choisi de ne pas venir. J'ai entendu dire que certains avaient envoyé des regrets polis. D'autres n'ont tout simplement pas pris la peine de répondre. Et puis est venu l'appel téléphonique qui a confirmé que tout avait commencé à s'effilocher. C'était encore Jessica. Elle parlait à voix basse, comme quelqu'un qui se cache dans un couloir. Marguerite. Victoria Gauthier a confront Isabelle devant tout le monde. Mon souffle s'est coupé. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, je t'avais prévenu de ne pas apporter l'embarras dans notre famille. Tu n'as pas seulement saboté un mariage. Tu as saboté les fondations de ton mariage. Un lourd silence s'est installé entre nous. J'ai imaginé le visage d'Isabelle. Toujours si composé, si intentionnel, maintenant rouge d'humiliation et de grâce qui s'effiloche. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas tout à fait. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas la justice dans un grand sens cinématographique, mais c'était quelque chose de plus calme, de plus lent, comme un verre qui se fissure lentement de l'intérieur. Isabelle avait orchestré mon exclusion si précisément, avait choisi l'optique plutôt que la connexion, le contrôle plutôt que la compassion, et maintenant, l'image même qu'elle avait tant travaillé à soigner s'effondrait, pixel par pixel, RSVP par RSVP. Je suppose que c'était inévitable. On ne peut pas arracher les racines d'un arbre et s'attendre à ce que les branches continuent de fleurir. Lucas, d'après ce que Jessica a partagé, avait commencé à prendre ses distances. Ce n'était pas visible pour la plupart des gens. Pas encore. Mais elle a remarqué les petites choses. Son ton plus sec, ses silences plus longs. Isabelle avait essayé de tout réparer avec de l'argent et de la vitesse, mais cette fois, ni l'un ni l'autre n'ont fonctionné. On dit que les mariages font ressortir la vérité. Non pas à cause des vœux ou des fleurs ou de la robe, mais à cause de la pression. Elle fait sortir chaque chose cachée, chaque fracture, chaque choix enfoui. Je n'ai pas dansé de joie. Je n'ai pas ri. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la photo de Jacques. J'ai allumé une petite bougie et je me suis assise avec lui. Ils apprennent, ai-je chuchoté. Et ça fait mal à voir. Il n'y avait aucune satisfaction à voir le monde de son enfant s'effondrer, peu importe à quel point il était devenu imparfait. Mais il y avait du soulagement. Le soulagement de savoir que je n'avais pas imaginé la cruauté. Le soulagement de voir que l'univers, d'une manière ou d'une autre, tenait toujours un miroir au choix fait en secret. Je n'avais pas dit un mot. Je n'avais pas écrit de lettre de dénonciation ni fait irruption dans un lieu avec des accusations. Tout ce que j'avais fait, c'était retirer l'argent, retirer la main qui avait discrètement bâti leur avenir, et l'effondrement avait suivi. Parfois, le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous cessez de financer. Le téléphone a vibré une fois, 2 fois. J'étais dans la cuisine en train de plier des serviettes, de mettre la bouilloire à chauffer comme je le faisais chaque soir depuis le décès de Jacques. Des rituels tranquilles, de petites choses qui ancrent. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais je n'en avais pas besoin. C'était elle. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je l'ai laissé sonner, les regarder s'éteindre, et un instant plus tard, l'icône de la messagerie vocale s'est allumée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai d'abord préparé mon thé. De la camomille avec une touche de miel, comme Jacques l'aimait. L'odeur a rempli l'air, chaude et familière. Mes mains bougeaient sans réfléchir, stables, délibérées. Puis je me suis assise à la vieille table en chêne, celle avec les initiales de Jacques gravées faiblement sur le coin inférieur. J'ai appuyé sur l'icône de la messagerie vocale et j'ai lancé la lecture. La voix d'Isabelle est arrivée, tremblante, à peine plus qu'un murmure. « Salut, maman. Je sais que j'ai fait des choix horribles. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Et maintenant, je ne sais pas comment réparer ça. » S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est brisée comme de la glace fine. « J'ai besoin de toi. » Le message s'est terminé et je suis juste restée assise là. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai même pas ressenti de triomphe. Juste une profonde immobilité. Le genre qui vient après une tempête. Quand tout ce que vous entendez est le vent qui réarrange les branches cassées. Le téléphone gisait devant moi, l'écran maintenant sombre, silencieux. J'ai attrapé autre chose à la place. Un vieux carnet en cuir rangé sur l'étagère. Le journal de Jacques. Il l'avait commencé après sa 2e crise cardiaque, remplissant ses pages de pensées à moitié formées. De lettres qu'il n'a jamais envoyées. De souvenirs trop lourds à porter à voix haute. J'ai feuilleté les pages usées, mes doigts traînant sur l'encre délavée jusqu'à ce que j'atterrisse sur quelque chose de souligné. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je l'ai lu encore et encore. Il l'avait écrit après la première vraie rébellion d'Isabelle, des années auparavant,
quand elle avait abandonné l'université pour emménager avec un homme de 10 ans son aîné qui la traitait comme un accessoire. Nous l'avions suppliée de reconsidérer. Elle ne l'a pas fait. Et quand tout s'est effondré, elle est rentrée à la maison, plus petite en quelque sorte, mais fière. Jacques lui avait préparé du thé cette nuit-là. Pas de sermon. Pas de JT. L'avait bien dit. Juste cette même patience tranquille qui faisait de lui un homme meilleur que je ne lui en ai jamais donné le crédit. Et maintenant, me voilà avec le même choix. Je pouvais prendre le téléphone, entendre à nouveau sa voix, être à nouveau sa mère, réconforter l'enfant qui réalisait maintenant que les mariages ne recousent pas la cruauté et que la honte ne peut être stylisée en silence. Mais quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limite, de dignité. De choisir le genre de paix qui ne nécessitait pas de faire comme si rien ne s'était passé. Parce que c'était arrivé. Elle m'avait regardé dans les yeux, dit « Tu n'es pas invité », et était partie en tenant un classeur de mariage rempli de mon argent et de la version de la famille de quelqu'un d'autre. Et maintenant elle avait besoin de la femme qu'elle avait essayé d'effacer. J'ai fermé le carnet de Jacques et l'ai serré contre ma poitrine. « Je t'entends, mon amour », ai-je chuchoté. Mais je ne suis pas encore prête à être douce. Le téléphone a de nouveau vibré, un deuxième message vocal. Je n'ai pas écouté. Je me suis levée, j'ai porté ma tasse de thé sur le porche, et je me suis assise sous la lumière déclinante du ciel du soir. Le chant des oiseaux flottait au loin. Une brise bruissait dans les azalées. Il n'y avait pas de public ici, pas de drame, juste moi, une tasse de thé, et un silence qui ne faisait pas mal. Qu'elle attende. Qu'elle apprenne. Parfois, le silence n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et ce soir, la clarté était mon cadeau à moi-même. Je n'ai pas assisté au mariage. Ni en personne. Ni de loin. Pourtant, la nouvelle m'est parvenue comme la fumée d'un feu mourant. Les gens parlent dans les petites villes, et les chuchotements se déplacent plus vite que la musique. La cérémonie a eu lieu. Oui, mais elle n'avait rien à voir avec le spectacle qu'Isabelle avait imaginé, rien à voir avec les images glacées du classeur qu'elle avait porté comme un livre saint. Elle a eu lieu dans un lieu dont personne n'avait entendu parler, une salle ordinaire en périphérie de la ville qui accueillait habituellement des banquets de retraite et des récitals de collège. Les murs étaient beiges, la moquette usée, pas d'escalier en marbre, pas de lustre dégoulinant de lumière, juste des ampoules faibles et des chaises pliantes. Seul un tiers des invités s'est présenté. Beaucoup avaient déjà pris d'autres dispositions lorsque le premier lieu s'est effondré, et d'autres ne voulaient tout simplement pas être pris dans ce que les blogs appelaient déjà le scandale de mariage de la saison. Isabelle a remonté l'allée sans fleurs à la main. Pas de bouquet pour se cacher derrière. Le fleuriste s'était retiré quelques jours plus tôt, et personne ne l'a remplacé. Il n'y avait pas de musique non plus. Le quatuor à cordes qu'elle avait engagé a annulé après le retrait d'Olivia, et le lieu n'avait pas de système de sonorisation, à l'exception d'un haut-parleur poussiéreux qui crépitait de parasites, alors les pas d'Isabelle résonnaient dans le silence, chacun sec, creux, final. On m'a dit qu'elle était magnifique. Oui, sa robe lui allait toujours comme un rêve, mais la beauté ne couvre pas le vide. La beauté ne remplit pas le silence quand personne n'applaudit, personne n'acclame, personne ne murmure avec admiration. Lucas attendait à l'hôtel, mais il ne souriait pas une seule fois. La mâchoire serrée, les yeux fuyant les siens. Il n'y avait pas de chaleur, pas de fierté, pas de sentiment de triomphe dans sa posture, juste de la résignation, comme un homme à qui on a confié un rôle auquel il ne croyait plus. Quand Isabelle l'a finalement rejoint, ils se sont tenus face à face sous une arche faite de lierre en plastique. Pas de roses, pas d'orchidées, du lierre en plastique qui pendait sur les bords. L'officiant a parlé rapidement. Des mots pressés comme si même lui voulait partir. Personne n'a enregistré. Aucun vidéaste n'avait été engagé. Aucun photographe ne restait sous contrat. Il n'y aurait pas d'album à exposer sur les tables basses. Pas de photos encadrées du plus beau jour. Juste le souvenir, et même pas un souvenir tendre. Les invités étaient assis raidement, murmurant entre eux. Certains sont restés par politesse, d'autres par curiosité, mais aucun ne rayonnait de joie. Personne ne se penchait en avant avec des larmes de bonheur. Et quand l'officiant a finalement dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Lucas a hésité. Juste un temps de trop, juste assez pour que tout le monde sente le poids de l'absence. Il l'a embrassée, oui, mais pas comme un homme amoureux. Comme un homme remplissant une obligation. Quand les applaudissements sont venus, ils étaient clairsemés. Quelques applaudissements épars ici et là, comme de la pluie tombant sur un trottoir sec, creux, forcé. Ils sont redescendus l'allée ensemble, mari et femme. Mais personne n'a jeté de pétales. Aucune musique ne les a suivis. Juste le bruit des pas sur une moquette bon marché et la lourde vérité que ce n'était pas un début. C'était un dénouement habillé de blanc. J'ai imaginé le visage d'Isabelle, figé, beau, mais froid comme la pierre. Elle avait eu son mariage, techniquement, mais les mariages ne sont pas une question de technicité. Ils sont une question de cœur qui se rencontrent au grand jour,
Et le sien s'était fermé bien avant qu'elle n'atteigne l'hôtel. Quant à Lucas, les gens ont dit que son expression ne s'est jamais adoucie. Il ne la regardait pas avec dévotion. Il regardait au-delà d'elle, comme s'il se demandait comment il était arrivé là, pourquoi il avait accepté de se tenir dans cette salle creuse. Aucun rire n'a éclaté à la réception. Le gâteau était petit, simple, acheté à la dernière minute dans une boulangerie locale. Les flûtes à champagne n'étaient pas assorties. Et certains invités ont chuchoté que cela ressemblait plus à une obligation qu'à une célébration. Personne n'a dansé. Personne n'est resté tard. Et quand ce fut fini, la salle s'est vidée rapidement. Chaises empilées. Miettes balayées, lumières éteintes, un mariage sans bonheur, un mariage sans témoin, un mariage sans moi. Je n'étais pas là pour le voir. Mais je l'ai senti, non pas dans mes yeux, mais dans mes os. L'effondrement de quelque chose qui avait été construit sur la vanité au lieu de l'amour. Le silence de quelque chose qui avait choisi l'exclusion plutôt que l'accueil. Isabelle avait voulu une scène parfaite. Au lieu de cela, elle a eu une pièce creuse. Et quand le rideau est tombé, personne n'a applaudi. Je savais que je ne serais pas là quand les vœux seraient prononcés. Quand le gâteau serait coupé, quand la dernière chaise grincerait contre le sol. Mais je savais aussi que j'avais une dernière chose à dire. Non pas avec ma voix, non pas avec ma présence, mais avec quelque chose de plus silencieux. Alors, j'ai écrit une lettre. Je me suis assise au vieux bureau de Jacques la veille au soir, le même bureau où il signait des contrats et équilibrait les comptes, où il s'endormait parfois avec des taches d'encre sur les doigts. J'ai sorti une seule feuille de papier cartonné épais, le genre sur lequel il insistait toujours pour les mots sérieux, et j'ai écrit. Isabelle, ai-je commencé, l'encre tremblant sous ma main, bien que ma résolution soit restée ferme. Tu ne m'as pas désinvité du mariage. Tu t'es désinvité d'un amour qui n'avait aucune condition. J'ai fait une pause, écoutant le faible bourdonnement de la nuit à l'extérieur. Ma poitrine me faisait mal, mais ma main continuait de bouger. Je te souhaite la paix, même si c'est sans moi. C'était tout. Court, simple, une vérité réduite à son essence. J'ai plié la page, l'ai glissée dans une enveloppe et l'ai scellée avec le même cachet de cire que Jacques utilisait autrefois pour sa correspondance professionnelle. Puis je l'ai remise à Olivia, qui s'était déjà retirée, mais qui se souciait encore assez. Pour me rencontrer sur le parking de son bureau. Vous vous assurez qu'elle la reçoive? Ai-je demandé. Olivia a tenu l'enveloppe comme si c'était du verre fragile. Vous êtes sûr? J'ai hoché la tête. Elle a besoin de la lire. Qu'elle le comprenne maintenant ou plus tard, ce n'est pas à moi de le contrôler. Les yeux d'Olivia se sont adoucis. J'ai vu beaucoup de mères crier sur leurs filles pour des centres de table ou des listes d'invités. Mais vous? Elle a secoué la tête. Vous êtes différente. Vous êtes silencieuse. Et d'une certaine manière, cela semble plus fort que tous les cris. Je n'ai pas répondu. J'ai juste touché sa main, chuchoté un merci et suis partie. Plus tard, après que la cérémonie se soit terminée dans son silence creux, après que la réception ait boité sans joie, Olivia a glissé l'enveloppe sur la table où Isabelle était assise. Je n'étais pas là pour le voir, mais Olivia me l'a raconté après. Les mains d'Isabelle tremblaient quand elle a reconnu mon écriture. Au début, elle a hésité, comme si elle avait peur de l'ouvrir. Peut-être pensait-elle qu'elle contenait de la colère, des exigences ou de l'amertume. Mais ensuite, elle a brisé le sceau. Elle a lu la première ligne et ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a lu la deuxième ligne et ses doigts ont tremblé plus fort. Au moment où ses yeux ont atteint les derniers mots, les larmes sont venues. Pas les larmes mises en scène d'une mariée posant pour des photos. Pas les larmes délicates essuyées avec une serviette pour l'effet, mais le genre brut. Le genre que l'on ne contrôle pas. Les épaules secouées, le souffle coupé, le mascara coulant sur un visage qui avait été sculpté à la perfection quelques heures auparavant. Olivia a dit que personne ne l'a approché. Lucas a regardé de l'autre côté de la pièce, incertain, mais il n'a pas bougé. Les invités ont chuchoté, ne sachant pas ce qui avait percé sa contenance si soudainement, mais Isabelle. Elle est restée assise là, serrant cette seule page comme si elle pesait plus que toutes les fleurs qu'elle avait commandées, plus que la robe qu'elle portait, plus que la salle qu'elle avait essayé de remplir de grandeur empruntée. Et elle a pleuré pour la première fois. Vraiment pleuré. Peut-être a-t-elle finalement compris. Peut-être a-t-elle finalement vu que mon silence n'était pas une absence, que mon retrait n'était pas de la négligence, que la ligne qu'elle avait tracée, si nette et délibérée, n'avait fait que sculpter sa propre solitude. Je n'avais pas besoin de savoir exactement ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'elle, face à elle-même, et de moi, choisissant la paix quand j'aurais pu choisir la guerre. Cette nuit-là, pendant qu'elle tenait ma lettre, j'étais assise à la maison avec le journal de Jacques ouvert devant moi. J'ai de nouveau passé mes doigts sur ces mots. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je me suis versé une autre tasse de thé, j'ai respiré la vapeur et j'ai laissé le calme m'envahir. Je n'avais pas parlé depuis des mois. Je n'avais pas crié. Je ne m'étais pas battue.
Tout ce que j'avais fait, c'était de prendre du recul, de retirer ce qui était à moi, et de laisser derrière moi une page de vérité. Et c'était suffisant. Parce que parfois, le son le plus fort qu'une mère puisse faire est le silence enveloppé d'amour. Une année s'est écoulée en petits rituels, le sifflement de la bouilloire au crépuscule, le remplissage du stylo-plume de Jacques et l'écriture de lignes uniques dans un registre privé. La paix n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle s'est accumulée par couches. La vapeur du thé en hiver. Les lilas d'avril. Un tiroir qui ne souffrait plus des messages vocaux non ouverts. La collection émeraude était gérée d'une main plus ferme. Le personnel promu de l'intérieur. Les fournisseurs informés des clauses de dignité. J'ai formé les directeurs à écouter avant de parler. Je n'ai pas appelé Isabelle. Le jour de l'an, j'ai écrit une phrase dans le journal de Jacques. Choisir la paix est un acte quotidien. À la fin du printemps, le courrier est arrivé tôt. Le camion s'est éloigné en cliquetant. Une seule carte postale attendait dans la boîte. Pas d'adresse de retour. Seulement une écriture soignée que je connaissais. Au recto, une aquarelle délavée d'un horizon pâle. Au verso, 6 mots au-dessus d'un petit carré de ruban adhésif tenant une photographie. Elle s'appelle Adèle. Je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté près de la boîte aux lettres et j'ai laissé la phrase atterrir. Adèle, un prénom en un, doux comme du lin, fort comme une porte, laissée ouverte. La photographie était de 5 sur 7. Une petite fille emmitouflée dans une couverture tricotée de la couleur des nuages. Un petit point contre sa joue, les yeux grands et clairs. And eye blues and eye verts. Ce gris de mer que Jacques a porté toute sa vie avec une lueur de malice dans la lumière. Mon souffle a changé. Pas un halètement, un élargissement, comme une fenêtre déverrouillée dans une pièce que j'avais gardée fermée. J'ai rentré la carte postale et j'ai mis la bouilloire en marche. La maison contenait un nouveau silence, plus lourd maintenant. J'ai posé la photographie sur la table et j'ai senti sa petite gravité. Elle avait ses yeux. Elle avait la bouche de ma mère. Cela semblait impossible et exactement juste. Je voulais être heureuse. Je voulais être triste. Les deux sont arrivés et se sont tenus à côté de moi comme de vieux compagnons. Joie pour la vie qui commence. Chagrin pour l'année perdue à l'orgueil et à la performance. Un fil silencieux de colère qui s'est assis quand l'eau a bouilli. J'ai versé du thé et j'ai relu la phrase. Elle s'appelle Adèle. Je pensais que tu devrais le savoir. Pas d'excuses, pas de s'il te plaît, pas d'invitation, juste une petite porte laissée entr'ouverte. J'ai porté la photographie jusqu'au fauteuil de Jacques et je me suis assise. Je lui ai dit ce que la carte ne disait pas. Que je suis plus âgée maintenant et plus douce sur les bords. Que je peux pardonner sans oublier. Que je n'échangerai pas ma dignité contre un accès, pas même à un berceau rempli d'étoiles. Je lui ai dit que je le vois dans cet enfant, que si le jour vient, je lui apprendrai à planter des tomates et à parler la tête haute et le cœur ferme. J'ai envisagé de répondre. J'ai même choisi une carte, crème avec une fine bordure marine. J'ai imaginé une ligne, merci de m'avoir dit son nom. Puis j'ai mis la carte de côté. Le pardon n'est pas un sprint. C'est une posture, une façon de se tenir sans fermer la porte. J'ai glissé la photographie dans mon portefeuille, derrière la fenêtre en plastique où vit le sourire de Jacques. Les bords s'ajustaient parfaitement. Quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne sais pas si c'est de la joie ou une cousine plus douce. Je sais seulement que cela a réchauffé la pièce. Cet après-midi-là, Jessica est passée avec des fraises. Nous nous sommes assises sur le porche et les avons mangées dans la barquette. Je lui ai montré la carte postale. Elle a étudié la photo et a hoché la tête. Elle a son regard, a dit Jessica. Le regard qui écoute. J'ai ri, puis non. Nous avons laissé le vent finir nos phrases. Le soir tombant, je me suis promenée dans le jardin et j'ai vérifié les pivoines pour les fourmis. Quelque part, la radio d'un voisin jouait une chanson d'amour d'une décennie qui se souvient encore de moi. J'ai pensé à Isabelle, peut-être fatiguée, peut-être en train d'apprendre, peut-être tenant son bébé et découvrant que le monde s'adoucit quand on arrête de l'arranger. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas texté. Je me suis tenue sous la lumière du porche et j'ai chuchoté une bénédiction dans l'obscurité. Pour l'enfant au prénom en A. Pour la mère qui trouve son chemin. Pour l'homme qui m'a appris que l'amour reste stable quand l'orgueil lâche. Prize. Puis je suis rentrée et j'ai mis une autre place à table, dans mon esprit. J'ai gardé la photographie dans mon portefeuille. Je l'ai emportée au marché, à la banque, au banc tranquille de l'église le dimanche où je remercie l'invisible pour le visible. Parfois, l'attente n'est pas le vide. Parfois, c'est de l'espace. J'ai souri, chaleureusement mais légèrement. La bouilloire s'est éteinte. La maison a expiré. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne sonnait pas comme une porte qui se ferme. Il sonnait comme des pas qui s'approchent. Sans hâte et vrai. Je les ai laissés venir. 2 mois après l'arrivée de la carte postale, un mardi après-midi, alors que la lumière tombait doucement à travers les fenêtres de la cuisine, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'attendais plus. Maman. Sa voix semblait différente, plus basse, moins polie, plus réelle.
Bonjour, Isabelle, dis-je, ni froide ni chaleureuse, juste présente. Une pause remplie d'un gazouillis de bébé en arrière-plan. Je ne sais pas par où commencer. Tu n'as pas besoin de commencer quelque part, dis-je. Tu dois juste être là. Je l'ai entendu expirer. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment juste être. J'ai passé si longtemps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Victoria Gauthier approuverait, ai-je demandé doucement. Elle ne fait plus partie de nos vies. La voix d'Isabelle s'est brièvement durcie. Lucas a finalement vu qui elle était vraiment, qui je devenais. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Et Lucas? Nous essayons. Ce n'est pas facile. Le mariage a été un désastre. Tout ce qui a suivi a été pire. Je n'ai pas souligné que je le savais. Je n'avais pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Adèle a changé les choses, a-t-elle poursuivi. Quand elle est née, quand je l'ai regardée, j'ai soudain compris ce que tu as dû ressentir en me regardant. Cette protection féroce, cette détermination que personne ne la ferait jamais se sentir inférieure à ce qu'elle est. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix stable. Elle est magnifique. Elle a les yeux de papa. Oui. Une autre pause. Je l'ai entendu changer le téléphone de main. Maman, je dois dire ça. J'ai été cruelle avec toi. Inexcusablement cruelle. Je ne peux pas le reprendre. Je ne peux pas l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis si profondément désolée. Non pas parce que j'ai besoin de quelque chose de toi, mais parce que c'est vrai. J'ai brièvement fermé les yeux. Les mots ont atterri comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations que je n'attendais pas. Pourquoi maintenant, Isabelle? Ai-je demandé, non pas de manière accusatrice, mais juste pour comprendre. Parce que je suis enfin prête à me faire face. Et parce que je veux qu'Adèle connaisse sa grand-mère, la vraie, pas la version aseptisée que j'ai essayé de créer pour correspondre à l'idée de famille de quelqu'un d'autre. J'ai pris une lente inspiration. J'apprécie ça, mais la réconciliation prend du temps. La confiance en prend encore plus. Je sais, dit-elle doucement. Je ne demande pas encore le pardon. Je ne l'ai pas mérité. Je demande juste si tu serais prête à rencontrer ta petite fille. Sans pression, sans délai. Juste quand tu seras prête. J'ai pensé à la photographie dans mon portefeuille, le petit visage avec les yeux de Jacques. J'aimerais ça, dis-je finalement. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Isabelle. Je ne me diminuerai pas pour m'intégrer dans ta vie. Plus maintenant. Je ne voudrais pas que tu le fasses, a-t-elle répondu. Et j'ai entendu quelque chose de nouveau dans sa voix. Du respect. Je veux qu'Adèle sache exactement qui tu es. La femme qui a bâti un empire de ses mains discrètes. La femme qui m'a appris la grâce. Même quand j'ai oublié la leçon. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, prudemment l'une avec l'autre, comme des personnes traversant un pont dont elles n'étaient pas sûres de la solidité. Quand nous avons raccroché, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. Je suis juste restée assise dans le fauteuil de Jacques et j'ai regardé la lumière changer sur le mur. La porte n'était pas encore complètement ouverte, mais elle n'était plus verrouillée non plus. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Une année s'est écoulée. La cour sent le romarin et la pierre propre. La fontaine marque le temps comme un métronome silencieux. Je suis de retour au domaine, non pas pour garder des reliques, mais pour parcourir les pièces que j'ai redessinées. Les lourds rideaux ont disparu. La lumière se déplace librement. Les allées sont plus larges. Les plantations sont locales et patientes. C'est mon jardin. Un coin derrière la véranda ouest avec un banc de la première auberge de Jacques. Les pavés se courbent comme des virgules invitant la journée à continuer. Je pose ma vieille tasse de thé sur la table. Les fissures capillaires attrapent encore le soleil. À côté, repose une tasse plus petite avec un bord bleu, vide, attendant sans pression. La photo d'Adèle, autrefois dans mon portefeuille, est maintenant dans un cadre en argent, des yeux gris océan, la même étincelle que portait Jacques. Je place le cadre là où la vapeur s'enroulera vers lui. Je ne parle pas à la photo. Je laisse la chaleur parler. Les invités se promènent le long des haies et lisent les nouvelles plaques. L'une explique notre fonds de bourse d'études. Une autre note la cuisine neutre en carbone. Je ressens la fierté tranquille d'une artisane dont les lignes sont enfin justes. Jessica passe sous l'arche avec un dossier crème noué d'un ruban marine. Elle le pose comme quelque chose de vivant. Calendrier de lancement, dit-elle, et les épreuves des plaques. Dans 2 semaines. La couverture indique « La maison Clairefontaine » en mémoire de Jacques. À l'intérieur, une liste de donateurs, un programme, une courte inscription pour le foyer. Jessica to Potlaw phrase. Je l'ai gardée exactement comme vous l'avez écrite. Construite sur l'amour, gérée avec courage, ouverte à quiconque a besoin d'un nouveau départ. Il aurait aimé ça, dis-je. Il aurait aimé que vous la construisiez, répond elle. Le vent brosse le romarin contre mon poignet. Je verse 2 tasses de thé. Nous nous asseyons sans hâte. Jessica over a sun agenda.
Visite des médias mardi, bénédiction du personnel jeudi, famille samedi. La plaque arrive lundi. Et la garderie a reçu l'approbation finale. Comment l'avez-vous nommé? Demande-t-elle. Le coin d'Adèle. Avec votre permission. Vous l'avez, dis-je. Nous nous taisons et écoutons la fontaine et un cliquetis lointain de la cuisine. Je pense à l'année. Des cartes postales qui n'exigeaient pas de réponse. Un message vocal que je n'ai jamais retourné. Un enfant avec un nom qui commence là où le mien commence. L'amour a changé de forme. Il n'a pas disparu. Jessica jette un coup d'œil à la petite tasse. Vous attendez de la compagnie? Un jour, dis-je. Aujourd'hui, je m'entraîne. Elle sourit. La liste du personnel est affichée. Gouvernante, jardinier, plongeur, puis tout le monde. Vous avez demandé cet ordre. Ils tiennent l'endroit ensemble, je réponds. Ils ouvrent la journée. Jessica sort une fine enveloppe du dossier. Discours d'inauguration. J'ai supprimé tout ce qui était apologétique. Je lis le premier paragraphe, puis lève les yeux vers le jardin. Bien, dis-je. Cette fois, c'est à moi, pas hérité. Créé. Nous laissons la phrase flotter entre nous. La propriété m'effrayait autrefois. Maintenant, cela ressemble à une intendance avec un pot. Je pense à la première année où Jacques et moi avons géré un motel de 12 chambres. Au drap que nous. Pression à la main. Aux nuits où il disait, si nous gardons une porte ouverte pour quelqu'un de fatigué, nous avons fait assez. Le soleil glisse à travers les branches d'olivier et illumine la table. Le cadre en argent brille. Les yeux d'Adèle semblent éveillés. Je sors un deuxième cadre de mon journal. Jacques et son chapeau de paille à Yosemite. J'en ajoute un troisième. Une photo spontanée de moi le matin où nous avons rouvert le hall. Les trois sont assis comme de petites ancres. Jessica à ses lèvres. Visite dans une minute, dis-je. Laissons la lumière finir son travail. Elle me serre l'épaule et se dirige vers la véranda. Le jardin se calme à nouveau. Quelque part, une cloche sonne pour le changement d'équipe. Je respire le romarin, le thé et la lumière du soleil. Je rassemble le dossier et le ferme. Le programme semble clair, ni surchargé, ni masse. Mardi apportera des questions. Jeudi tiendra des mains. Samedi ressemblera à une réunion de famille avec des chaises supplémentaires. La maison Clairefontaine ouvrira sous un vœu simple. Aucun invité n'aura besoin de mériter son accueil. Je regarde la plus petite tasse et ne la déplace pas. Je ne sais pas quand elle sera utilisée. Je sais seulement qu'elle a sa place sur cette table. Sur le banc. Les trois cadres se penchent l'un vers l'autre comme s'ils écoutaient. Le sourire de Jacques, mon regard plus stable. Adèle enveloppée comme un petit phare. Le soleil les relie avec une étroite bande d'or. Je me lève et fais face à la porte vitrée du foyer. Dans le reflet, je vois ce que la lumière voit. Non pas un empire sauvé, mais un foyer refait. Pas de bruit, pas de spectacle, juste un travail qui tient. À l'intérieur, les voix du personnel montent et descendent alors qu'ils préparent la dégustation de l'après-midi. Je les rejoindrai dans un instant et leur demanderai ce dont ils ont besoin. Avant de partir, je pose ma paume à plat sur le bois chaud de la table et je fais une promesse silencieuse de choisir à nouveau la paix demain, de garder une chaise ouverte, de garder la porte facile sur ses gonds. Puis je prends le dossier et j'entre. Derrière moi, le jardin garde nos places. L'appel arrive exactement au moment où je ne m'y attends pas. Samedi matin, 1 heure avant l'arrivée des familles pour l'avant-première. Je suis en train de redresser une rangée de coussins à la lavande dans le coin lecture quand Jessica apparaît à l'embrasure de la porte, téléphone à la main, le visage soigneusement neutre. « C'est Isabelle » dit-elle. Elle veut savoir si aujourd'hui est toujours possible. Je ne l'avais pas invitée. J'avais envoyé le faire-part. Oui, une carte formelle avec la date et l'heure, mais aucune note personnelle, aucune invitation explicite, juste une information, des faits. Une porte ni fermée, ni complètement ouverte. A-t-elle dit qu'elle venait seule? Je demande, ma voix stable. L'expression de Jessica s'adoucit. Elle dit qu'elle a Adèle avec elle. Et Lucas, si ça ne vous dérange pas. Quelque chose bouge dans ma poitrine. Pas tout à fait de la douleur, pas tout à fait de la joie. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, le mouvement des racines cherchant de l'eau. Dis-lui, dis-je lentement, qu'il y aura du thé. Jessica hoche la tête et s'éloigne pour transmettre le message. Je reste très immobile au centre de la pièce que j'ai conçue pour que des étrangers trouvent du réconfort, me demandant si je peux le trouver moi-même. 1 heure plus tard, lorsque les premières familles commencent à arriver, je me tiens à l'entrée, saluant chacune d'elles, serrant des mains, apprenant des noms. Jessica a tout organisé magnifiquement. Le coin des arts pour enfants dans l'aile, les rafraîchissements dans le jardin, la musique douce et accueillante. Je suis en train d'expliquer le programme de bourse à une jeune mère avec des jumeaux quand je les vois. Isabelle et Lucas à l'entrée. Un porte-bébé entre eux. Ils s'arrêtent, incertains, scrutant la foule. Isabelle a l'air différente. Ses cheveux sont plus courts, moins coiffés.
Elle porte une simple robe bleue. Aucune marque de créateur visible. Lucas se tient à ses côtés, protecteur mais pas envahissant. Entre eux, un porte-bébé drapé d'une couverture douce. Je m'excuse de la conversation et me dirige vers eux. Sans me presser, sans hésiter, juste en avançant avec détermination. Quand Isabelle me voit, son visage exprime quelque chose de compliqué. De l'espoir, de la peur et de la détermination, tout à la fois. « Maman », dit-elle, et sa voix s'étrangle. « Isabelle », je réponds, puis en regardant Lucas. « Lucas, bienvenue à la maison Clairefontaine. » Lucas hoche la tête, un petit sourire sur le visage. « C'est magnifique, Madame Lemoine. Vraiment. »« Merci, » dis-je, puis je baisse les yeux sur le porte-bébé. « Et voici Adèle. » Les mains d'Isabelle tremblent légèrement alors qu'elle retire la couverture. « Et la voilà, ma petite fille. » Plus seulement une photographie, mais un enfant vivant, qui respire. Plus grande maintenant, avec plus de cheveux, des boucles sombres comme celles de Jacques dans sa jeunesse, et ses mêmes yeux gris, grands et alertes. « Voudrais-tu la prendre ?» demande Isabelle. La question flotte entre nous, chargée de tout ce qui n'a pas été dit. Je hoche la tête, incapable de parler un instant. Isabelle soulève Adèle avec précaution du porte-bébé et la place dans mes bras. Le bébé est solide, réel, un poids parfait. Elle me regarde avec des yeux curieux, sans peur, sans pleurer, juste en observant, en me jaugeant. « Bonjour, Adèle » dis-je doucement. « Je suis ta grand-mère. » Adèle cligne des yeux, puis fait quelque chose d'inattendu. Elle sourit, un sourire parfait, baveux et sans dents, étend une petite main vers mon collier de perles. Je ris, un son que je n'avais pas entendu de moi-même depuis des mois. Isabelle rit aussi, un écho prudent. Nos regards se croisent au-dessus de la tête d'Adèle, et pendant un bref instant, je revois ma fille. Pas la femme qui a envoyé ce texto, mais la jeune fille qui croyait autrefois que j'avais décroché la lune. « Voudriez-vous voir le jardin ?» je leur demande à tous les deux. Il y a du thé. « Nous aimerions ça » dit Isabelle doucement. Je les guide à travers le hall principal, devant les nouvelles expositions, les coins lecture, les tables communautaires. J'explique la mission de la maison Clairefontaine pendant que nous marchons, un lieu pour les familles en transition, pour les enfants ayant besoin de stabilité, pour quiconque se reconstruit après une perte. C'est ce que papa aurait voulu, murmure Isabelle alors que nous entrons dans le jardin. Oui, j'ai acquiesce. Il croyait aux secondes chances. Nous atteignons la table où ma tasse de thé est posée à côté de la plus petite, bleue, que j'ai gardée en attente. Il y a maintenant une troisième tasse, et une quatrième, l'œuvre de Jessica, sans aucun doute. La bouilloire fume doucement sur le réchaud extérieur. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » dis-je en désignant les chaises. Lucas aide Isabelle avec Adèle, installant le bébé sur ses genoux avant de prendre sa propre place. Je verse le thé, de la camomille avec une touche de miel, exactement comme Jacques l'aimait. Nous restons assis en silence un moment, le poids de l'année écoulée pesant entre nous. « Je ne pensais pas que vous nous inviteriez » dit finalement Isabelle. « Je ne pensais pas que vous viendriez » je réponds honnêtement. Elle baisse les yeux sur Adèle, puis de nouveau sur moi. « Je veux faire mieux, maman. Je veux être meilleure, pour elle, pour moi. » Je hoche la tête, prenant une gorgée de thé. « Et à quoi ressemble mieux pour toi maintenant ?» Elle y réfléchit, le visage pensif d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant le mariage. « Authentique, dit-elle finalement. Fini de jouer un rôle. Fini d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à des gens qui n'ont pas d'importance. » Elle jette un coup d'œil à Lucas, qui lui fait un signe d'encouragement. Victoria n'est plus dans nos vies. Ni la plupart des gens que j'essayais si fort d'impressionner. « Et comment te sens-tu » je demande. « Plus légère, admet-elle. Plus difficile à certains égards. Mais plus légère. » Je regarde Lucas. « Et vous ?» Il croise mon regard directement. « J'aurais dû vous défendre, Madame Lemoine. J'aurais dû remettre en question la raison pour laquelle Isabelle voulait vous exclure. C'est de ma faute, et je suis profondément désolée. » Ses excuses semblent sincères, sans fioriture. J'apprécie qu'il ne cherche pas d'excuses. « Merci d'avoir dit ça », je lui dis. Adèle émet un petit son, tendant la main vers la table. Je fais glisser la petite tasse de thé bleu juste à sa portée, mais hors d'atteinte. Ses yeux la suivent, fascinés par la couleur. « Elle aime le bleu » dit Isabelle, « comme papa. » Je souris. Oui, il disait toujours que le bleu était la couleur des possibilités. Nous restons assis dans le jardin à boire du thé, à parler tranquillement de petites choses, de choses importantes. Isabelle me parle du premier sourire d'Adèle, de ses habitudes de sommeil, de sa fascination pour les ventilateurs de plafond. Lucas décrit leur nouvel appartement. Plus petit que le Penthouse, mais plus chaleureux, plus comme un foyer. Il ne demande pas d'argent. Il ne demande pas le pardon.
Ils partagent simplement des morceaux de leur vie, les offrant comme de petits cadeaux que je peux accepter ou refuser. Quand vient l'heure de commencer la visite officielle, je me lève. Je devrais rejoindre les autres, dis-je. Vous êtes les bienvenus pour rester. Explore la maison. Rejoindre le groupe si vous le souhaitez. Isabelle lève les yeux vers moi, tenant Adèle près d'elle. Maman, dit-elle, sa voix prudente, mesurée. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je sais que trop de choses se sont passées. Mais je me demandais si, peut-être, nous pourrions recommencer. Pas comme si rien ne s'était passé, mais à partir de là où nous en sommes maintenant. Je regarde ma fille, les ombres sous ses yeux qui parlent de nuit blanche avec un nouveau-né. La façon dont elle tient son enfant, protectrice mais pas possessive. Je vois Jacques dans sa mâchoire, dans la détermination de ses épaules. Et je me vois moi-même dans la façon dont elle attend, patiente, sans exiger de réponse. Je pense, dis-je lentement, que nous avons déjà commencé. Je tends la main et touche la joue douce d'Adèle. Le bébé attrape mon doigt, le tenant fermement. Samedi prochain, je continue. Je prends habituellement mon petit déjeuner ici avant l'ouverture de la maison. 8 heures, la cuisine fait d'excellentes crêpes. Les yeux d'Isabelle se remplissent de larmes, mais elle les retient. Nous serons là, dit-elle. Je hoche la tête et me tourne pour partir, mais je m'arrête après quelques pas. Sans me retourner, je dis. Apporte la couverture préférée d'Adèle. Les matinées peuvent être fraîches. Puis je me dirige vers la foule qui se rassemble, le cœur à la fois plus lourd et plus léger qu'avant. Derrière moi, j'entends le doux cliquetis des tasses de thé que l'on rassemble, le murmure doux de la voix de ma fille alors qu'elle parle à son enfant, l'affirmation tranquille d'une porte non seulement laissée entr'ouverte, mais tenue ouverte avec intention. Je rejoins Jessica à l'entrée du hall principal. Elle me lance un regard interrogateur. Ils reviendront samedi prochain, je lui dis. Pour le petit déjeuner? Elle sourit, sachant qu'il vaut mieux ne pas en dire plus. La première visite est prête quand vous le serez, dit-elle à la place. Je redresse les épaules, ajuste mes perles et m'avance pour accueillir des étrangers dans la maison que le deuil a construite et que la paix a restaurée. Dans mon esprit, j'entends la voix de Jacques, aussi claire que s'il se tenait à côté de moi. Bien Joe, Maggie. Pas parfait, mais réel. C'est mieux. Je suis silencieusement d'accord. Pas parfait, mais réel. Comme une tasse de thé avec une fissure qui contient encore de la chaleur. Comme une famille qui retrouve son chemin l'un vers l'autre. Un pas prudent à la fois. Comme l'amour qui ne disparaît jamais vraiment, mais ne fait que changer de forme. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment has, si idasus.